Si la grossesse est un temps de vulnérabilité qui ouvre à de nouvelles puissances, l'annonce d'une infertilité peut faire basculer dans une situation de vulnérabilité, voire d'impuissance. On parle d'infertilité d'un couple en l'absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. Pourquoi moi? Pourquoi nous? L'homme et la femme vont souvent vivre différemment cette situation et connaître un décalage. Un homme confie « Je peux envisager l'avenir sans enfant, mais pour ma femme, c'est vital ». Selon l'origine de la difficulté, peut s'installer un sentiment de culpabilité. « J'accuse le coup de l'annonce de l'infertilité », confie un homme. « Ma fierté en prend un coup. Je me sens coupable vis-à-vis d'elle de devoir subir tout ça. » « Je ne suis plus celle que je suis l'infertile », dit une jeune femme. « Mon monde s'écroule. Ne pas avoir d'enfant, c'est rater sa vie. » Si bien que ce désir finit souvent par devenir obsédant. Au début, on se console en se disant « c'est pas bien grave », raconte une femme, « ce sera le mois suivant et on attend. » Tous les mois, c'est la même déception, au point qu'au bout de 8 mois, c'est devenu une obsession. Je faisais l'amour avec mon mari juste dans l'espoir que ça fonctionne et dans les autres moments, je le rejetais. Et cette douleur peut être accrue par des fausses couches à répétition. Ces couples se sentent souvent différents, et nous, sans enfants, que pouvons-nous dire de nous? Sommes-nous intéressants, aimables? Et puis des réflexions intrusives peut être blessantes. Alors, toujours pas d'enfants? Ou quand vous imitez-vous? Et puis, peu à peu, le sujet devient tabou. À Alliance Vita, nous faisons un travail d'écoute avec ces femmes, ces hommes, ces couples, pour qu'ils puissent exprimer ces sentiments, sortir de cette culpabilité, prendre le temps de faire le point sur leurs attentes profondes et s'ouvrir à leur propre chemin de couple. La femme qui parlait de son obsession après avoir pris un temps de recul disait « Maintenant, je me suis fait une raison, on peut presque tout contrôler, mais sur certaines choses, ma nature reste encore maître du jeu. Même si c'est la chose que je désire le plus au monde, mon couple doit rester la priorité. » Les propositions médicales, spécialement celles de techniques procréation artificielle, surviennent dans ce contexte douloureux et fragilisant. Depuis une quarantaine d'années, les techniques de procréation artificielle se sont progressivement imposées comme une des propositions majeures faites aux couples. Insémination, fécondation in vitro, dons de gamètes, sperme ou ovocytes, ont été légalisés en France à partir de 1994, malgré les risques encourus, en invoquant la souffrance des couples. Les techniques de procréation artificielle sont par définition un artifice, un palliatif, qui ne soigne pas l'infertilité, mais la contourne. Et c'est un basculement majeur de la médecine en matière de procréation qui mérite d'être interrogé. Car le développement de ces techniques s'est fait au détriment de véritables recherches sur le traitement de restauration de la fertilité. Et c'est un point délicat et douloureux abordé par certains couples. Une femme l'exprime ainsi « Notre souhait profond serait de pouvoir être soigné et de pouvoir avoir un enfant naturellement. » Il est notable que l'on a abandonné certaines microchirurgies, par exemple pour réparer les trompes, car il est plus rapide de faire des FIV, donc des fécondations in vitro. Si ces techniques se sont banalisées, elles ne sont pour autant pas faciles à vivre humainement. Avec cette insémination en l'absence de mon compagnon, j'avais l'impression que c'était le médecin qui aurait été le père, confiait une femme. En effet, la technique, spécialement en matière de procréation, n'est pas neutre. La médecine fait intrusion dans l'intimité du couple et éclate le processus de la procréation. Le Comité consultatif national d'éthique a explicité ces ruptures ou disjonctions qui posent des questions éthiques et existentielles. Disjonction entre sexualité et procréation, entre procréation et gestation en cas de FIV, fécondation in vitro, et entre transmission génétique et filiation en cas de don de gamètes. Un couple raconte son malaise face à l'attitude de leur médecin. « Ne vous inquiétez pas, vous pourrez avoir un enfant avec l'IAD. »
ce qui signifie insémination avec donneur de sperme. Quand ils ont réalisé que le mari ne serait pas le père de l'enfant, ils ont refusé cette technique. Et ils concluent, face à ce refus, le médecin nous a laissé tomber du jour au lendemain. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour notre couple, pour le bien-être d'un enfant? Discernement essentiel à faire pour ne pas être entraîné là où on ne le souhaite pas. Si 27 000 enfants naissent chaque année en France en ayant recours à ces techniques, il faut quand même rappeler que la moitié des couples n'auront pas d'enfants à l'issue. Les couples parlent souvent de parcours du combattant qui éprouve tout particulièrement le corps des femmes par les traitements subis, mais aussi hommes et femmes psychologiquement. En cas de fécondation in vitro se pose aussi la question du devenir des embryons dits surnuméraires. En moyenne, on produit 17 embryons pour faire naître un enfant par fécondation in vitro. C'est souvent un impensé pour les parents qui, après avoir peiné à obtenir 1 ou 2 enfants, découvrent qu'ils doivent décider du sort de leurs embryons restants. Certains d'ailleurs ne répondent jamais au courrier de relance sur leur devenir. Face à la puissance du désir d'enfant, la technique peut conduire à un engrenage auquel les personnes ont du mal à résister. Déjà, elles sont souvent mal préparées et pas vraiment accompagnées sur leur vrai désir. Et surtout, en particulier dans ce domaine, l'offre crée la demande. C'est le cas de cet homme qui raconte qu'au départ, on s'est dit on fait juste une insémination. Puis, comme la grossesse ne venait pas, on nous a proposé un don de sperme. Après plusieurs tentatives de FIV, même si ma compagne n'est pas considérée comme infertile, on nous a proposé de faire un double don, ovocytes et sperme, pour améliorer les résultats. Conséquence, l'enfant, s'il naît, aurait ainsi une double inconnue sur ses origines paternelles et maternelles. Ce n'est pourtant pas anodin pour un enfant. Il a fallu 30 ans pour que la souffrance des enfants nés de dons en recherche de leurs origines soit reconnue. En 2021, l'anonymat du donneur de gamètes a été levé, mais encore cette levée est-elle partielle? Des enfants pourront avoir accès à l'identité du donneur ou de la donneuse seulement à 18 ans, et pour autant, cela ne leur donne aucun droit à la relation, simplement à des données. Malgré cela, l'Agence de biomédecine a lancé une campagne en septembre pour recruter des donneurs auprès de jeunes filles et garçons dès l'âge de 18 ans. Avec ce slogan « Vous ne voulez pas d'enfants? Faites des parents », comme si c'était sans conséquence pour le donneur et pour l'enfant. Cela a traduit une forme de déni inquiétant de la réalité humaine. Alors, comment gagner en humanité dans notre rapport à la procréation? Toute réflexion doit englober le souci de la dignité de la procréation, du couple et de l'enfant. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de remettre en cause la vie des enfants déjà nés grâce à ces techniques, mais de prendre du recul par rapport à l'absolutisation d'une technique. Un mouvement émerge actuellement qui participe d'une approche plus respectueuse de la nature du corps et des interactions humaines, plus écologique et qui s'oppose à l'acharnement procréatif. Alliance Vita a plaidé en ce sens lors de la dernière loi bioéthique et une mesure a été adoptée pour inciter la recherche sur les causes de l'infertilité et sur la restauration de la fertilité. Alors, quelles pistes possibles? D'abord, la prévention. Et c'est un axe central que préconise un rapport public de 2022. Informer spécialement les jeunes sur le déclin de la fertilité avec l'âge, qui est la première cause d'infertilité, mais aussi sur les limites de l'assistance médicale à la procréation et les facteurs de risque d'infertilité. En ce domaine, Vita revendique une politique de soutien aux couples qui souhaitent avoir des enfants plus jeunes, plutôt que d'inciter des femmes jeunes à la congélation d'ovocytes pour procréer plus tard, ce qui est un leurre et qui risque d'apporter beaucoup de déconvenues. Deuxième piste, réorienter la recherche vers la restauration de la fertilité. En ce sens, la mobilisation nationale sur la recherche sur l'endométriose est encourageante. De nouvelles approches émergent aussi avec pour souci premier de restaurer la fertilité
comme la naprotechnologie, les méthodes Fertility Care ou encore pour les professionnels, l'Institut de formation à la fertilité. Et ces initiatives demanderaient à être plus soutenues par les pouvoirs publics. Enfin, la troisième piste, plus personnelle, concerne la fécondité. En matière de désir d'enfant, la souffrance des personnes est complexe et elle doit être entendue. Elle dit que nous sommes profondément faits pour la vie. Certains se tournent vers l'adoption. Envisager d'accueillir un enfant, c'est tout un chemin, il n'y a rien d'automatique et c'est une décision qui demande d'être mûrie par le couple. Des couples ont renoncé parfois héroïquement à des propositions contraires à leurs valeurs, d'autres font face à des échecs médicaux ou une stérilité sévère. Et cela demande du temps de consentir à ce qui nous arrive pour se tourner vers son propre chemin de fécondité. Un homme témoigne de ce renoncement et il dit « Même si ça me rend profondément triste, je vois aujourd'hui ce renoncement comme un passage. Si tout va bien, nous avons encore quelques belles années de vie devant nous. » Bel encouragement à se tourner vers la vie qui peut toujours se déployer, même autrement.